Bienvenue à toutes et à tous. Depuis 3 longues semaines, plus de 600 Gabonais issus de toutes les forces vives de la nation épluchent environ 38 000 contributions des Gabonaises et des Gabonais au stade d'Angondjé. Le dialogue national inclusif présidé par l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, amorce ce lundi 22 avril la phase des plénières après les travaux en sous-commission. Quel bilan peut-on brosser à mi-parcours de cet événement charnière organisé par le CTRI et le gouvernement de la transition en vue de l'éclosion d'un nouveau contrat social au Gabon? Pour en débattre, nous recevons dans le débat du 12-15 M. Patrick Dizambou. Il est enseignant-chercheur, coordinateur général du COPIL citoyen, membre de la commission économie et de la sous-commission emploi. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. À ses côtés, M. Anissé Meuniemendong, enseignant-chercheur en psychologie et rapporteur général de la dite sous-commission. Monsieur, bonjour. Bonjour. Et merci également d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi. Alors, ce dialogue national est l'occasion qui a été offerte aux Gabonaises et aux Gabonais de faire un diagnostic de la société dans laquelle ils vivent, d'identifier les facteurs bloquants avant de proposer des solutions concrètes. Selon les contributions recueillies, quelles sont les causes du chômage endémique au Gabon? Je pense que pendant plusieurs années, je ne le pense pas, c'est un fait, c'est une réalité, il y a eu gel de recrutement à la fonction publique. À côté de cela, on a observé d'autres phénomènes, c'est-à-dire les concours qui n'étaient plus organisés. Donc, les Gabonais amorçaient des parcours dans les grandes écoles et les universités, et dans les universités, dans des facultés, et au final, ils n'avaient pas la possibilité de trouver un emploi, de passer un concours. C'est une situation qui a amené le pays à vivre une crise, mais une crise sérieuse, parce que la jeunesse aujourd'hui, ce matin encore, j'ai reçu un coup de fil donc, de ma nièce qui m'a appelé. Elle a terminé ses études il y a cela 4 ans. Jusqu'à présent, elle est sans emploi. Donc le diagnostic, il est simple, il est là. Les Gabonais n'ont pas d'emploi. C'est une question primordiale. Et notre sous-commission donc, avait cette responsabilité, cette lourde charge de travailler et de trouver des solutions pour pallier à cette problématique-là. Docteur, je me tourne vers vous. Les gels de recrutement à la fonction publique, la non-organisation de certains concours, justement pour intégrer la fonction publique, est-ce à dire que la fonction publique devrait être le seul pourvoyeur d'emploi? Merci. Ce qu'il faut peut-être déjà rappeler, c'est que nous avons perdu dans notre culture le sens de la recherche d'autres ressources financières. Pour avoir un pouvoir d'achat, il n'y a pas que les études. Malheureusement, dans nos familles et dans notre culture, les gens ont toujours pensé qu'il fallait forcément faire uniquement les études pour avoir des revenus après. Non. Il y a du commerce. Il y a le commerce, par exemple. Il y a aussi un cas, vous avez peut-être remarqué que depuis quelques années, les enfants ne font plus de commerce à l'école. Nous, à notre époque, on nous laissait la possibilité de commencer à avoir la culture du commerce depuis le banc de l'école. Aujourd'hui, il n'y a plus. Et donc, quand quelqu'un va à l'école, lui, il pense qu'il faut aller jusqu'au doctorat pour avoir du travail. Alors que lorsque nous allons d'une manière de la sixième, on ne parle pas de la sixième, mais du primaire jusqu'au doctorat directement, ça devient difficile que quelqu'un ayant son doctorat puisse accepter quelquefois d'être chauffeur. Et là, ça devient très, très, très difficile. Nous allons peut-être en discuter pour voir quels sont les différents types de chômage ou les personnes sans emploi, qu'est-ce qu'ils ont, d'accord? Mais il faut quand même reconnaître que nous avons une culture des personnes qui ne cherchent pas à faire autre chose. Alors finalement, vous le dites, la plupart des personnes ont été orientées à l'école. Beaucoup sortent des circuits scolaires et universitaires diplômés et qu'ils ont perdu la culture de voir d'autres sources de revenus. Mais est-ce que ce n'est pas aussi finalement ce système éducatif qui pose problème? Le système éducatif a été conçu de telle sorte que le Gabonais soit instruit. Et aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'établissements techniques et professionnels. Je pense qu'il
déjà dans nos travaux, hein, il faut le préciser, nous avons vraiment émis ce souhait-là. Ça fait partie de nos propositions qu'il y ait la création de plusieurs établissements techniques et professionnels. À côté de cela, je tiens à dire ici que le docteur Dizambou l'a signifié. Au Gabon, nous n'avons pas cette culture de l'entrepreneuriat. Mais le Gabonais n'est plus celui qu'on taxait de paresse. Le Gabonais se bat. Le Gabonais sait aujourd'hui entreprendre. Il est dans les petits métiers, mais il a besoin d'être encadré. Et vous pouvez, même à côté de chez vous, vous voyez des jeunes qui aident les personnes qui cherchent des stationnements, des places et autres à trouver une place pour parquer. Donc le Gabonais, aujourd'hui, dans cette démarche-là où il sait qu'il faut se battre, il faut entreprendre. Et c'est la raison pour laquelle nous, par exemple, dans notre sous-commission, nous avons fait la suggestion, nous avons proposé la création d'un statut auto-entrepreneur. Donc pour tous ces jeunes-là, pas que les jeunes d'ailleurs, pour toutes ces personnes qui souhaiteraient, qui ne veulent pas seulement emprunter la voie de l'enseignement, de la formation, mais qui peuvent utiliser leurs mains pour s'en sortir, pour gagner leur vie dignement. Donc, c'est un statut qui sera encadré avec la possibilité donc de créer un statut auto-entrepreneur rapidement via son ordinateur ou son téléphone portable, mais aussi dès que l'inscription est faite, alors l'auto-entrepreneur est exonéré des taxes et des frais, des impôts de manière générale pendant une certaine durée. Ça va permettre à ce dernier donc de démarrer son activité, de s'établir, d'avoir des revenus suffisants et de pouvoir se déployer. Ce qu'on remarque souvent, c'est qu'à peine on commence une activité, moi j'ai été auto-entrepreneur en France. Alors moi j'ai bénéficié de l'art qui me permettait, donc pendant un certain nombre d'années, je ne payais pas les impôts, j'étais exonéré d'impôts. Alors ça m'a permis de m'installer, donc de développer mon activité, d'inviter même d'autres compatriotes dans certaines missions, dans la réalisation de certaines missions. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a lieu de faire. Alors vous touchez un point important, celui véritablement de mettre en place des mécanismes pour inciter les jeunes à entreprendre, mais il y a que beaucoup de jeunes Gabonais issus de notre système éducatif actuel sont diplômés d'un certain nombre, sont détenteurs d'un certain nombre de diplômes et frappent à la porte à la fois des entreprises publiques ou de l'administration. Vous l'avez dit, le gel des recrutements à la fonction publique a fait exploser ce chômage et à les nouvelles autorités, quand elles arrivent, elles essaient donc de dégoupiller en levant la mesure de gel de recrutement à la fonction publique. Mais lorsque les concours sont organisés, il y a encore des obstacles tels que le critère d'âge. Finalement, comment on fait pour résorber ce chômage? Quelles sont les pistes de solutions concrètes qui ont été proposées? Est-ce que la question, par exemple, du critère d'âge lors des concours a été soulevée dans votre sous-commission emploi? Bien, merci. En effet, on ne pouvait pas faire un tel dialogue sans parler de ce problème, l'âge de recrutement à la fonction publique. Donc, nous avons fait un calcul tout simple. Nous nous sommes dit, bon, pour entrer à la fonction publique, il fallait avoir 33 ans, 35 ans. Donc, 33 ans plus 2 ans de formation, ça va être 35 ans. Donc, nous sommes allés sur la base de 33 ans et on s'est dit, bon, le gel s'est fait sensiblement 7 ans, 8 ans. Donc, nous avons fait une proposition simple, nous avons fait le calcul, 33 ans plus 7 ans, ça fait 40 ans. Nous nous sommes dit, bon, nous avons proposé 40 ans pour le recrutement à la fonction publique, pour rattraper le mal qui a été fait aux jeunes Gabonais, parce que ce ne sont pas eux qui sont à l'origine de ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est un fait. Nous avons également discuté sur l'âge. Vous savez que lorsque vous êtes fonctionnaire, vous avez la possibilité d'aller en stage. Et il y avait également une limite pour aller en stage lorsque l'âge de la retraite était à 60 ans. Donc l'âge de la retraite étant passé à 62 ans, nous nous sommes dit qu'il était également nécessaire de revoir l'âge pour aller en stage. Voilà. Donc tout ça, nous avons fait des propositions. Nous n'allons pas sortir tous les chiffres ici, mais ça a été pensé. Ça a été pensé. Alors, à l'instant, vous parliez donc finalement de la définition même du chômeur. Quelle définition faites-vous du chômeur gabonais? Quels sont les différents types de chômeurs que nous avons? Ça, c'est une très bonne question.
c'est pas moi qui le définis, mais un chômeur est défini comme cette personne qui a une qualification et qui est à la recherche d'un emploi. Donc, celui qui n'a pas de qualification, on ne peut pas le considérer comme un chômeur. Le chômeur, effectivement, la définition académique le dit, hein, c'est celui qui est qualifié et qui est à la recherche d'un emploi. Oui, qui a une compétence. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait, finalement, de ceux-là qui sont sans qualification? On ne pense pas à eux? Ceux qui sont sans qualification, nous avons pensé à eux. Vous êtes là, vous savez bien que dans nos différentes rues, d'accord, il y a un problème de parking. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis un certain temps, il y a des jeunes qui se débrouillent dans ce domaine. Nous avons fait une proposition sur laquelle il faut réglementer cela et ça pourra permettre effectivement à ces personnes-là qui n'ont pas une spécialisation, voilà, d'exercer dans ce domaine. Nous avons également des jeunes qui font des chargeurs de taxi. Alors, il faut réglementer cette activité et ça permettra. Le plus important, c'est d'avoir une source de revenus. C'est donner un pouvoir d'achat aux Gabonais pour pouvoir se prendre en charge. Donc, effectivement, certains métiers qui sont dans le secteur dit informel, pouvoir les régulariser, est-ce que c'est en vue, par exemple, d'obtenir certaines protections sociales? Oui, exactement. Et je voudrais abonder dans son sens et peut-être rajouter quelques éléments. Je pense que dans notre pays, nous avons besoin des formations. Pour avoir un emploi, il faut être qualifié, il faut savoir faire quelque chose. Et nous avons pensé, donc je l'ai souligné tantôt, à la création des lycées techniques, des lycées professionnels. Il faut même proposer des formations accélérées. C'est-à-dire on n'a pas besoin de faire un cursus de 3, 4, 5 ans. Nous avons un compatriote, Simplice Mvé, qui travaille du côté de l'Hexagone, qui nous a proposé un projet qui pourra faire absorber 10 000 emplois, enfin qui pourra faire en sorte que les jeunes trouvent de l'emploi. C'est une formation accélérée, donc dans les métiers de l'informatique digitale. Et c'est dans ce sens-là vraiment qu'il faut s'orienter. Effectivement, avec les nouveaux métiers, hein, beaucoup de nouveaux métiers qui se créent sous l'ère du temps. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que pour les rares personnes qualifiées, même dans les métiers techniques, il reste quand même une autre problématique, c'est l'embauche dans les entreprises. La loi instaure des quotas pour l'embauche des nationaux et on constate malheureusement que certaines places sont occupées par nos frères venus d'ailleurs. Est-ce que ce sont des questions également de ce type qui ont été soulevées? Je voudrais dire, pour commencer, que nous n'avons aucun problème avec nos frères expatriés. Nous vivons en bonne intelligence, dans une bonne ambiance. Mais il y a quand même une préférence nationale, d'accord? Il est hors de question qu'un Gabonais formé soit au chômage alors qu'un expatrié à compétence égale occupe un emploi. Justement, le même emploi même. Ce sont des éléments qui peuvent finalement expliquer ce chômage criard. C'est simplement un problème d'application du Code du travail. Parce qu'il y a une disposition, je ne connais pas malheureusement laquelle exactement, qui dit qu'à compétence égale, voilà, s'il faut faire un choix, opérer un choix entre un expatrié et un Gabonais, bah, le Gabonais a la priorité. La question ne se pose pas. Donc je pense qu'il faut revenir sur des basiques, sur des éléments essentiels. Il faut appliquer de manière stricte le Code du travail dans ses dispositions. Justement, parlant de ce Code du travail, il n'y a pas que cette loi qui favorise la préférence nationale. Vous évoquez également d'autres articles qui peuvent poser problème, qui étaient contenus dans l'ensemble des contributions. Les compatriotes ont effectivement dit que notre code, il y avait quelques irrégularités. Donc, il était question que dans le code, du travail, hein, notre code du travail, ils ont relevé qu'à l'intérieur, il y a des articles querellés. Donc, des articles qui ne passent pas très bien. Par exemple, le quota qui n'est pas respecté, parce que le quota, il est de 90-10. Bon, nous, dans nos propositions, nous avons même essayé de pousser ça un peu plus loin. Donc, nous sommes allés jusqu'à 95-5, de sorte que si les gens trichent, au moins on arrive à cette barre de 90-10. D'accord? Donc, sans qu'il y ait un bon code, c'est clair et certain que le social, hein, l'aspect social, le climat social ne pourra jamais être apaisé si nous n'avons pas un code du travail qui permet de protéger les travailleurs gabonais. En vous écoutant, on a l'impression qu'effectivement, il y a
pas mal de sujets intéressants, mais vraiment qui préoccupent les compatriotes, qui ont été soulevés au cours de vos discussions en sous-commission. Mais dites-nous un tout petit peu, quels ont été selon vous les principaux obstacles ou difficultés lors de ces discussions? Bon, nous avons par exemple des représentants des entreprises qui étaient là pour défendre effectivement le côté de l'entreprise. Il y avait également des syndicalistes, d'accord? Donc la difficulté était souvent que les chefs d'entreprise, eux, ils ne voulaient pas toucher ce qui fâche les chefs d'entreprise. Et les syndicalistes, eux, ils étaient toujours en train de défendre un peu la cause tout à fait normale. De l'employeur. Voilà. Bon, nous avons tranché pour faire comprendre que nous sommes au Gabon. C'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas suffisamment d'entreprises qui sont des entreprises, on va dire, citoyennes, donc qui appartiennent au Gabon. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque quelqu'un vient investir au Gabon, il vient investir dans notre pays, c'est à nous de l'imposer la manière ou le comportement, comment il doit se comporter dans notre pays. C'est à nous et personne d'autre. Et donc, nous avons complètement protégé, nous avons opté pour la gabonisation pure et simple, tout simplement. La difficulté qu'on pourrait avoir, c'est les inspecteurs contrôleurs du travail. Ça, tout le monde en parle. Mais beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que pour que vous travailliez, pour que vous puissiez donner, pour que vous puissiez faire du bon travail, il faut d'abord voir les conditions de vie de ces personnes qui travaillent. Si vous maltraitez des personnes, c'est clair et certain qu'elles ne vont pas pouvoir produire un bon travail. Donc, les inspecteurs, il leur manque des moyens roulants pour aller faire les inspections. Les inspecteurs, il leur manque tout. Donc, du coup, quand on parle de constitution et quand on parle de corruption, c'est nous qui créons cette corruption. Parce que si vous affamez un inspecteur du travail, vous comprenez bien que vous le rendez vulnérable. Mais docteur, vous le rendez vulnérable, donc c'est difficile. Est-ce que ce sont uniquement ces conditions qui peuvent expliquer le manque de probité morale d'un inspecteur? Ça fait partie. Je n'ai pas dit que c'était uniquement ça, mais ça fait partie des éléments. Donc, c'est à nous. Quand vous voulez que quelqu'un travaille bien, mettez la personne dans les conditions de travail et après, vous pouvez prendre des sanctions. Mais vous ne pouvez pas venir sanctionner quelqu'un, par exemple, s'il n'est pas mis dans des conditions de travail. Ça, c'est quelque chose. Mais nous sommes là pour ça. Ils savent, nous défendons déjà le fait qu'ils aient des éléments pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Maintenant, nous leur demanderons des résultats. Monsieur Meignier, pensez-vous que c'est l'absence des conditions optimales qui peuvent expliquer que lors d'un litige entre un employeur et un employé, que l'inspecteur du travail, qui est censé d'abord défendre les employés, parce que c'est quand même la composante sociale, se mette systématiquement du côté des employeurs, ce sont les conditions qui... Avant de répondre à votre question, je voudrais féliciter l'ensemble des commissaires de notre sous-commission pour le travail abattu jusqu'ici. Il faut le rappeler, les débats étaient houleux. Mais est-ce que pour autant nous avons rencontré des difficultés? Je dirais non. Parce que ces débats ont enrichi notre travail. Et à chaque fois qu'il y avait un débat, bien entendu, à chaque fois qu'il y avait des discussions, on arrivait toujours à trancher, à trouver une solution. C'est ce qui nous a fait avancer. Vraiment, je tiens à leur dire merci et à dire aux Gabonais aussi qui nous suivent, qui nous regardent, que vous avez des émissaires valeureux sur qui vous pouvez compter. Parce qu'ils font tout pour traduire de la manière la plus fidèle qui soit vos contributions, les analyser et les enrichir également. Chaque fois que vous aviez des discussions, vous arriviez toujours à trancher. Oui. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui, au sortir de ces discussions, que demain, les employeurs respecteront par exemple le temps de travail pour les employés? Moi, je suis sûr que le Gabon a changé, qu'il est en train de changer. Et nous devons d'avoir foi en notre pays. Nous devons d'avoir foi au CTRI. Le Gabon était dans une telle situation que, à l'extérieur, des Africains comme nous, Sénégalais et autres, Maliens, se moquaient de nous. Pourquoi? Parce que le Gabon était la risée. Tout ce qui se faisait ici, comment vous pouvez comprendre? Enfin, on prend une entreprise comme Olam. Il y a combien de Gabonais? Prenez Faubert. Il y a combien de Gabonais? Justement, les Gabonais sont en nombre limité. Permettez-moi d'évoluer, s'il vous plaît, sinon je vais perdre le fil de mes idées. Alors, aujourd'hui, nous avons le général de brigade,
Brice Clotaire Oligui Nguema, avec le CTRI, le gouvernement, qui sont en train d'abattre un travail mais colossal, un travail sérieux. Depuis qu'ils sont là, nous voyons les avancées, même en termes d'emploi. Donc, je pense qu'il faut faire confiance à nos autorités. Je pense qu'au sortir, mais pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous en Ngondje? Pourquoi passons-nous du temps? Je vous dis, dans notre sous-commission, comme dans d'autres sous-commissions, dans les commissions de manière générale, midi arrive, midi 30 arrive, personne ne se bouge pour aller au restaurant. Parce qu'il y a un travail à battre. Les Gabonais nous attendent. Monsieur Meignet, personne ne peut minimiser le travail qui est en train d'être fait en Ngondje. C'est un travail qui va dans le sens de l'intérêt général pour tous les Gabonais. Mais vous conviendrez avec moi que la loi, elle a toujours existé dans ce pays. Elle a souvent eu du mal à être appliquée. Qu'est-ce qui peut rassurer les Gabonais qui nous regardent aujourd'hui que demain, la loi sera appliquée et la loi, par exemple, sur les quotas sera enfin effective dans ce pays? Mon cher monsieur, ce sont les militaires qui dirigent notre pays. Il faut de la rigueur. C'est ce qui nous a manqué pendant des décennies. Il faut de la rigueur. Les lois sont là, les textes sont là, il faut simplement les appliquer. Il n'y a pas une solution autre que celle-là. Vous savez, le président de ma sous-commission, qui est assis à côté de moi, il m'a montré vraiment, il m'a enseigné pendant ses travaux. Il arrive le premier tout le temps, il tient une liste, et je lui ai dit un jour, mais est-ce que, Président, vous savez qu'en principe, on est attendu en salle à partir de 9h? Il m'a dit non, il faut que nous soyons rigoureux pour notre pays. Et je pense que c'est cette rigueur-là qui nous manque. C'est cette rigueur, une rigueur implémentée justement voilà. par les militaires. Mais il y a un débat quand même qui a cours en ce moment en Ngondje, c'est sur la durée de la transition. Finalement, selon les discussions, la transition devrait être prolongée ou bien 2 ans, pensez que c'est suffisant? Bon, écoutez, comme vous m'avez présenté comme étant le coordinateur général du COPI citoyen. Le COPI citoyen, nous avons une position. Nous estimons que la transition devrait faire 3 ans. Ça, c'est notre proposition. Nous. D'accord? Donc, maintenant, nous ne sommes pas les seuls Gabonais. En ce qui me concerne, j'essaie de faire passer. Pourquoi nous sommes partis sur la base de 3 ans parce que lorsque nous voyons le travail qu'il y a à abattre, d'accord, en termes de réforme et en termes de restauration des mentalités des Gabonais, je pense quand même qu'il faut 1 an de plus pour pouvoir permettre à ce que tout soit stable. Ça, c'est notre proposition à nous. Maintenant, lorsque je fais un sondage comme ça dans les différents forums et tout, la durée qui vient de temps à autre, c'est 5 ans. Bon, nous ne sommes pas trop pour 5 ans, mais nous sommes pour 3 ans. Et vous, M. Meignet, quelle est votre position là-dessus? Écoutez, je vais vous décevoir, mais je ne vais pas me prononcer parce que c'est un débat qui est en cours actuellement du côté d'Ngondje et je laisse à la commission et la sous-commission qui a été dédiée pour débattre de ces questions tranchées. Ceci dit, mon souhait serait que les choses se passent bien, que la transition mette le temps nécessaire qui pourrait permettre à ce pays de redorer son blason dans un premier temps, de redécoller également. Parce que le Gabon, il faut le dire, était sous respirateur artificiel. Aujourd'hui, nous commençons petit à petit à retrouver cette fierté-là. Moi, je vois nos compatriotes en Ngondje. À votre avis, au regard des discussions, avez-vous le sentiment que des progrès significatifs ont été réalisés en termes de réconciliation nationale? Je vous le dis clairement, en fait, les Gabonais se parlent, les Gabonais, tous bords confondus, déjeunent ensemble, débattent ensemble, et c'est cet esprit, ce bel esprit qui est en train de prévaloir du côté d'Ngondje. Vous savez, nous sommes tous Gabonais. Il n'y a pas un Gabonais plus qu'un autre, nord, sud, est, ouest, centre. Nous devons avoir à l'esprit que nous avons un pays à construire. Et tant que nous allons nous inscrire dans cette perspective, je pense que c'est notre pays qui gagnera et qui grandira, qui sortira de là bien grandi, et nos enfants. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, le dialogue, c'est surtout pour les générations futures. Chaque Gabonais doit se battre, chaque Gabonais doit changer de mentalité, tendre vers quelque chose de perfectible en se disant, c'est mon pays, si je gaspille mon pays. Si je ne milite pas pour que demain, ces enfants que je suis en train de faire mènent une vie aisée et que leurs enfants également bénéficient des retombées de tout ceci, alors je contribuerai, je serai finalement l'auteur de la mort prématurée de notre pays. Vous partagez le même optimisme que M. Meignet? Oui, mais totalement. Parce qu'il faut dire qu'au départ,
j'ai fait une proposition au bureau bureau national, donc dans l'organisation. J'étais parti pour que nos sous-commissions aient des tables spéciales pour que nous puissions manger ensemble et pour que nous terminions également ensemble pour ne pas être en retard dans les travaux. 2 jours après, je me suis rendu compte que c'était un tort. Il fallait que les Gabonais mangent ensemble et que quelqu'un qui est dans une autre commission puisse rencontrer l'autre. Et ce qui s'est fait, et je crois que pour ce côté quand même, pour une fois, j'ai failli me tromper. Je vis juste d'abord la rigueur où il fallait terminer le travail, il fallait qu'on soit concentré, mais j'avais oublié effectivement ce côté où il fallait élargir. Nous sommes là-bas tous des Gabonais, d'accord? La seule chose qui peut me déranger, moi, c'est le fait que je sois au dialogue et les autres qui sont dans les villages, qui voulaient bien y être, d'accord, ne sont pas et pensent que nous sommes des privilégiés. Non, non. Moi qui vous parle, je ne sais pas comment je fais pour me retrouver là-bas au dialogue et comment je fais pour me retrouver président d'une commission. Tout le monde ne pouvait pas être au dialogue. Et il y a quand même une comparaison. Que les autres comprennent effectivement, ça ne sert à rien qu'on se divise parce que certains sont partis et pas d'autres. Nous sommes là-bas pour discuter des problèmes des Gabonais. Donc, nous n'avons oublié personne du tout. Et moi, je suis très bien content. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, je disais, il faut éviter de mettre de l'argent, il y a de la réflexion. La réflexion ne fait pas bon ménage avec l'argent. Et donc, jusqu'aujourd'hui, la réflexion, ne fait pas bon ménage avec l'argent au même moment. C'est le mot que nous retiendrons. Il faut mettre l'argent à côté. La réflexion pour résoudre justement les problèmes auxquels les Gabonais sont confrontés. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24, d'autant que nous est imparti est déjà arrivé à son terme. Merci. On aura peut-être l'occasion de vous rappeler pour un prochain numéro. Chers téléspectateurs, c'est la fin du débat du 12-15 pour aujourd'hui. N'oubliez pas de rester câblés sur nos programmes. À très vite.